Voilà, deuxième capsule dans le cadre donc de que faire avec le pacte au nom de CGE. Cette capsule voudrait mettre en avant ce qui justifie le changement. De notre point de vue, l'état de l'école, son état justifie un changement profond, important et qui engage tous les acteurs et toutes les parties de l'école. Alors pourquoi? Parce que pour nous, l'école produit d'abord, principalement, de l'ennui, beaucoup d'ennui, des échecs, de la dépression. Alors, c'est un peu fort de dire ça comme ça, mais si on prend les études à notre disposition pour les perceptions dans le secondaire, perceptions par les élèves. Sondage réalisé pour le pacte, qui s'ennuie à l'école? Eh bien, 12% des élèves s'ennuient toujours à l'école. 40% des élèves s'ennuient souvent à l'école. 46% des élèves s'ennuient parfois à l'école et 2% ne s'ennuient jamais à l'école, au cours. En récré, évidemment, on peut espérer que ça va mieux. Et donc ça veut dire que plus de 50% s'ennuient à l'école. Il y en a plus qui s'ennuient que de ceux qui ne s'ennuient pas. Deuxième chose, la recherche qui se fait tous les 4 ans à niveau international sur la santé et le bien-être des jeunes, et donc qui prend en compte aussi le vécu scolaire, cette enquête reprise par l'ULB montre que parmi les élèves ici du secondaire, 14% des élèves n'aiment pas l'école du tout, répondent pas du tout. À la question « aimez-vous l'école ?» Non, pas du tout. 35% estiment ne pas aimer l'école, ils disent « pas beaucoup ». 43% disent qu'ils aiment bien l'école et 7% disent qu'ils aiment beaucoup l'école. Il faut dire qu'ici, ce n'est pas les cours, c'est l'école en entier, c'est-à-dire ça comprend les copains, la récréation, etc., etc. Et on arrive à un résultat qui n'est quand même pas très intéressant, puisque grosso modo, de nouveau, la moitié des jeunes n'aiment pas l'école. Est-ce que ça a un lien avec la relation avec les professeurs? Sans doute, puisque là, les résultats sont encore plus mauvais, si on peut dire, puisque 42% des élèves estiment avoir une mauvaise relation avec leurs professeurs. 34% estiment avoir une relation moyenne avec leurs professeurs, pour 24% qui estiment qu'ils ont une bonne relation avec leurs professeurs. Alors on se dit, ce ne serait pas trop grave si au moins avec les copains ça va. Mais même avec les copains, ça ne va pas. 45%, c'est encore plus, 45% des jeunes estiment avoir de mauvaises relations avec les autres élèves. 35% une relation moyenne et 20% seulement une bonne relation avec les autres élèves. Et donc on peut dire que l'ambiance relationnelle à l'école est déjà en soi assez mauvaise et que rien que ça justifierait du changement. Si on regarde maintenant les résultats scolaires et qu'on prend les retards en 5e secondaire, eh bien on voit qu'un enfant sur 3, un jeune sur 3, a doublé au moins 2 ans. 2 ans et plus. 33% des jeunes ont doublé 2 ans ou plus. 1 an ont doublé, 29% a doublé au moins une fois et 38% des élèves sont à l'heure. Il y a donc un peu plus qu'un élève sur 3 qui n'a jamais doublé. Donc un nombre d'échecs important. Si on prend la première année du supérieur, alors là c'est vraiment catastrophique. Si je cumule le supérieur de type court, le supérieur de type long et l'université, j'arrive à un taux d'échec de 68,3% pour les garçons, c'est-à-dire plus de 2 garçons sur 3 échouent en première année du supérieur, et pour les filles, on est à 58,6% d'échecs, ce qui est énorme aussi. Plus d'une fille sur 2 échoue en première année du supérieur. Quel système se permettrait un taux d'échec pareil? Aucune entreprise ne se permettrait évidemment d'arriver à des résultats pareils. Et donc, pour les résultats globaux, on peut dire évidemment que l'école doit changer. Enfin, pour les enseignants, parlons de la dépression. On n'a pas de recherche sur la santé des enseignants en Belgique. Je n'ai pas repris ici des statistiques des autres pays, mais on a fait ce type d'études en Italie et en Hollande, par exemple, et on arrive à des taux de burn-out et de dépression très importants dans la profession. Et en Belgique, la seule chose qu'on sait, c'est que 40% des enseignants abandonnent la profession dans les 5 premières années, et à Bruxelles, c'est 50% qui abandonnent la profession dans les 5 premières années. C'est quand même énorme. Alors, il n'y a pas que ça
l'école produit non seulement ces résultats assez mauvais que je viens de relever, mais l'école produit surtout, et c'est surtout là-dessus qu'on voudrait insister, produit des inégalités importantes. Donc, première chose, l'école produit la relégation des pauvres. L'école s'arrange pour que les pauvres soient ailleurs, que les pauvres ne soient pas avec les autres. Et si on reprend avec les indicateurs dont on dispose en Belgique, qui sont d'ailleurs qu'on peut remettre en question, mais on fait avec ce qu'on a, et si on voyait sur la gauche les milieux socio-économiques défavorisés par rapport aux milieux socio-économiques favorisés, et qu'on voit la répartition dans les écoles en fonction de ça, eh bien on voit très clairement, par exemple, que ce sont les pauvres, pour le dire comme ça, qui se concentrent dans l'enseignement spécialisé, tandis que ceux qui ne sont pas pauvres sont dans l'enseignement ordinaire. Si on reprend dans l'enseignement ordinaire premier degré, deuxième, troisième degré, on voit que en professionnel, ce sont les pauvres qui se retrouvent en professionnel, et que dans le général, là on a un milieu socio-économiquement beaucoup plus favorisé, un peu moins en technique de transition, encore moins en technique de qualification. Et si on continue au deuxième degré, c'est la même chose. Le professionnel se concentre chez les pauvres. Et si on prend le premier degré, on a le premier degré différencié où on retrouve une majorité d'enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés, et à l'inverse pour le degré commun. Et donc là, on n'est même pas encore dans de la réussite ou pas de la réussite, on est là où on place les pauvres d'une certaine manière. Troisième dia pour dire ce que produit l'école, l'école produit des groupements d'élèves, de nouveau très inégaux socio-économiquement parlant. Si on compare la Belgique et la Finlande, et si on a en abscisse l'indice socio-économique de l'école, c'est-à-dire le niveau des élèves dans l'école, le niveau socio-économique des élèves dans l'école, et si on prend en ordonnée le niveau moyen en mathématiques, on voit qu'en Belgique, on a une distribution de points, chaque point est un établissement, on voit une distribution de points qui suit quasi une diagonale parfaite. Et donc on voit bien comme ça que plus on est dans une école de riches et plus on a de bons résultats en maths. Plus on est dans une école de pauvres et moins on a de bons résultats en maths. Tandis que si on regarde en Finlande, on voit que tous les points se concentrent et qu'il y a beaucoup moins de regroupements inégaux et de résultats inégaux en fonction des regroupements. Donc on peut dire qu'en Belgique, francophone en tout cas, mais c'est grosso modo la même chose en Flandre, en Belgique francophone, plus on est riche, plus on va dans une bonne école, plus on est fort en maths, et mieux on sera orienté par la suite. Justement, l'orientation, montrons-la, c'est peut-être la dia la plus forte, l'école produit des orientations, maintenant très inégales. Si on prend l'orientation des élèves à 15 ans, 15 ans, c'est grosso modo la fin du tronc commun qu'on prévoit aujourd'hui. Et donc, c'est, on va dire, le contraire de ce que pourrait produire le tronc commun. L'orientation des élèves à 15 ans par décile socio-économique donne ceci. Si on prend le premier décile, c'est-à-dire les 10% des élèves les plus pauvres, eh bien on voit qu'il y a grosso modo 9 à 10% d'élèves qui sont toujours dans le général à 15 ans. On en a grosso modo 25-26% qui sont en technique. On en a plus ou moins 50% qui sont en professionnel. Et le reste c'est 20% quand même, 20% d'autres, et le autre, on se demande ce que c'est, puisque à 15 ans, on est toujours dans l'obligation scolaire, il devrait bien se trouver quelque part, et il ne s'y trouve pas. Si on prend à l'inverse le décile numéro 10, c'est-à-dire les 10% des élèves les plus favorisés, eh bien là, au contraire, on voit qu'on est à 82-83% d'élèves qui sont toujours dans le général. On en a une bonne quinzaine de pourcents en technique, peut-être 1 ou 2% en professionnel, mais ils sont tous là et il n'y en a aucun qui a disparu. Et donc, on voit bien cet escalier de la honte, on pourrait appeler ça l'escalier de la honte, on voit comme le maintien dans le général de transition augmente très directement avec les revenus. Enfin, que produit l'école? L'école produit, d'une part, reproduit les inégalités existantes, mais on peut dire qu'elle les renforce également. Et ce, donc, première chose, dès l'entrée en maternelle, on a une très forte ségrégation socio-scolaire. Alors on pourrait dire que c'est comme le quartier, que l'école est à l'image du quartier, mais les géographes ont bien montré, au contraire, que chaque école dans chaque quartier était beaucoup plus ségrégée que le quartier lui-même.
Autrement dit que l'école de pauvres est plus pauvre que le quartier, même s'il est pauvre, et que l'école de riches est plus riche que même le quartier, s'il s'agit d'un quartier de riches. Et donc, dès la maternelle, il y a des stratégies parentales qui vont profiter de la liberté d'enseignement pour se regrouper entre elles, et on est bien dans une logique de niche. On parle de niche éducative, comme on parle de niche écologique, hein, et donc les pauvres vont se retrouver entre eux, les riches entre eux, les moyens entre eux, etc. Et c'est ainsi qu'on peut parler d'école ghetto et d'école sanctuaire. Deuxième chose, une fois que les gosses sont entrés en se répartissant déjà de manière très inégale, durant les études et selon les résultats, il va y avoir des relégations successives vers des établissements inférieurs. Par exemple, si on n'a pas bien réussi ou si on ne réussit pas trop facilement dans une école, eh bien très souvent la direction ou l'institutrice va dire « Écoute, va dire aux parents, vous devriez mettre votre enfant dans l'école d'en face parce que dans l'école d'en face, ça ira mieux, il sera dans la moyenne, ça sera plus facile pour lui, etc. » Donc il y a un certain nombre de relégations vers des établissements inférieurs tout au long de la scolarité en fonction des résultats. Il y a également une relégation vers les options inférieures. Hein. Le gosse qui est en latin et pour qui ça ne va pas très bien, on va lui dire « Écoute, ça ne va pas trop en latin, tu devrais plutôt faire autre chose. » Et donc on va l'envoyer vers d'autres options. Et tout en bas des options, ben, on va avoir, et là je parle pour l'enseignement de transition, on va avoir les sciences sociales ou les sciences économiques qui sont en bas de la hiérarchie, avec les maths bien sûr qui sont en haut de la hiérarchie. Donc on peut être relégué vers des options inférieures et on peut bien sûr être relégué vers des filières inférieures, c'est même le plus fréquent. Lorsque ça ne va pas en général de transition, on est renvoyé vers la qualification et quand ça ne va pas en qualification, on est renvoyé vers le professionnel. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet toboggan. Les pauvres, parce qu'il s'agit bien d'eux dans ce cas-ci, vont continuer à être relégués. Non seulement ils entrent dans des établissements pour eux, mais par la suite, ils sont relégués chaque fois vers un établissement inférieur ou une option inférieure ou une filière inférieure. Troisième chose, on peut dire que globalement, 25% des jeunes sortent de notre système scolaire en étant ce qu'on pourrait appeler des analphabètes fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser l'écriture, la lecture et le calcul à des fins fonctionnelles, c'est-à-dire s'en servir dans la vie de manière efficace. Et encore moins, bien sûr, en tant que citoyen, l'incapacité de se servir de la lecture, de l'écriture et du calcul. 25%, c'est un jeune sur 4. Et enfin, dernière chose à relever, c'est que la corrélation entre l'origine sociale et le parcours scolaire, on l'a vu dans les dias qui précèdent, la corrélation entre l'origine sociale et le parcours scolaire des jeunes est extrêmement forte. On peut même dire qu'elle est la plus forte des pays de l'OCDE en Belgique. Et donc, bien sûr que, pacte ou pas pacte, tout ceci exige un changement radical de l'école. Mais pour changer l'école, il ne s'agit pas de s'attaquer aux conséquences, il s'agit de s'attaquer aux causes. Et pour ça, on a besoin de comprendre ce qui produit ces inégalités. Et ce sera l'objet des capsules qui vont suivre.